Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde virtuelle aujourd'hui. Alors, on va commencer. Inaugurée en 2021 au Togo, la plateforme industrielle d'Adeti Copé a pour vocation de créer des chaînes industrielles à haute valeur ajoutée dans plusieurs secteurs agro-industriels, notamment l'agrotransformation, le textile, l'énergie solaire. 2 ans après son entrée en service, quel bilan peut-on en faire? Quel est son impact sur l'économie du Togo? Mais encore, sachant que la question de l'emploi des jeunes est un enjeu crucial pour le développement économique et social du pays, PIA est-elle une réponse efficace à cet enjeu? Bienvenue à tous à cette table ronde virtuelle dédiée à discuter des opportunités et des défis liés à la création de zones industrielles en réponse à la problématique de l'emploi au Togo. Nous tenons à rappeler que l'objectif des événements virtuels de Wati est de générer des idées novatrices et des solutions pratiques pour stimuler le développement de la région. Et cela ne peut se faire sans nos partenaires, notamment la Fondation Konrad Adenauer, avec laquelle nous travaillons déjà depuis plus de 5 ans. Il est donc important de préciser que cette table ronde virtuelle s'inscrit dans le cadre de Togo Politique et du programme de dialogue politique régional de la Fondation Konrad Adenauer qui se trouve à Abidjan. Wati tient de ce fait à renouveler ses remerciements à la Fondation Konrad Adenauer pour cette collaboration très enrichissante. Merci aussi à nos panélistes pour leur présence et pour le soutien à Wati. Chers invités, Wati et la Fondation Konrad Adenauer vous remercie pour votre présence en cet après-midi. Je suis Kangouine Adjijet, chargée de communication à Wati, et je vais de ce pas laisser la parole à Madame Stéphanie Brinkel, directrice du programme de dialogue politique régional de la Fondation Konrad Adenauer, pour son mot d'ouverture. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, les autorités togolaises inauguraient de façon officielle la plateforme industrielle d'Adeti Copé, la PIA, comme on l'appelle, ou encore zone industrielle, située à 24 km de Lomé et présentée à sa création comme un atout économique majeur, devant donner l'opportunité aux investisseurs d'installer des entreprises et industries en terre togolaise afin de renforcer l'économie, l'emploi et la compétitivité de ce pays d'Afrique de l'Ouest. En avril 2021, 2 mois avant l'ouverture officielle, les autorités présentaient un taux de chômage de 5% dans le pays. Face à quoi la société civile répondait en évoquant une proportion importante de sous-emploi. La zone industrielle PIA, selon les chiffres officiels, générera à terme 35 000 emplois directs et indirects. 2 ans et 5 mois après son ouverture, nous ouvrons la discussion ensemble sur les avancées et nous projeter vers l'avenir. Les panélistes de ce jour apporteront certainement des éclaircissements à ce sujet. Chers experts, chers participants, mesdames et messieurs, il est à noter que le Togo a une jeunesse majoritaire dans sa pyramide démographique comme les autres pays d'Afrique de l'Ouest et plus globalement les États d'Afrique. Ce pays de 8 millions d'habitants, selon le dernier recensement en 2022, a, sur le plan économique, comme atout principal, le port autonome de Lomé, la capitale. Avec une proportion importante de la population active qui travaille dans l'agriculture, le secteur agricole est un autre point de la viabilité économique de cette nation. Mais aujourd'hui, en 2023, d'autres secteurs se sont développés comme la technologie et divers services, même s'ils sont encore loin derrière les 2 pôles cités précédemment.
La PIA, point essentiel du plan de développement 2018 au 2022, vient s'ajouter à cette liste d'axes de développement. La PIA s'inscrit dans un tout, dans une vision globale et un cadre beaucoup plus large que l'initiative elle-même. Ceci élargit le spectre des échanges, mais je ne veux évidemment pas précéder les modérateurs dans cet exercice. Je me réjouis du choix des panélistes du jour. Autant on a une voix officielle de la PIA, autant nous avons des partenaires économiques et sociaux. Je tiens pour cela à remercier West Africa Think Tank WATI, notre partenaire qui nous propose ce webinaire qui s'inscrit dans une série de rencontres sur divers sujets à caractère économique, politique et social. Car avec WATI, nous avons mis sur pied depuis 2020 des sites web portant sur l'actualité et des thématiques importantes de pays de la sous-région. Ils sont à présent regroupés à un seul site www.afriquedelouest-politique.org. C'est une plateforme d'information et d'analyse de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la santé, de la sécurité et tous les sujets importants de la vie des nations aux côtés desquels nous travaillons. Le programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest que je dirige, ainsi que le bureau de la Fondation Konrad Adenauer, basé à Abidjan, sont honorés de cette collaboration et je vous remercie tous d'être présentes pour ces 2 heures de partage et d'édification mutuelle. Je tiens à ajouter que le Togo est parmi nos pays de travail celui où nous avons organisé les plus d'événements à caractère économique. Ces dernières années, une formation des start-upers et jeunes entrepreneurs en 2021, un forum sur le développement économique du Togo en 2022 et un autre sur les compétences locales en avril 2023. Nous partagerons d'ailleurs volontiers au lendemain de ce webinaire à vous tous, chers experts et participants, les recommandations issues de ces 2 forums par mail avec l'appui de WATI. Sur ce, je souhaite à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup. Merci, Madame Brinkel. Merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi. Wati renouvelle son plaisir de travailler avec la Fondation sur des thématiques notamment aussi importantes que celles d'aujourd'hui. Nous allons à présent laisser la parole à Monsieur Gilles Yabi, le directeur exécutif de Wati, pour son propos introductif. Merci beaucoup, Adighet. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités, panélistes qui ont accepté la double invitation de Wati et de la Fondation Konrad Adenauer. Et bien sûr, merci, Dr. Stéphanie Brinkel, pour votre présence, pour votre intérêt depuis le début pour ce partenariat qui s'inscrit dans la durée entre la Fondation Konrad Adenauer, le programme de dialogue politique régional basé à Abidjan et Wati. Je vais être très bref parce que le docteur Brinkel, je pense, a presque tout dit sur cette plateforme industrielle et sur le thème de la discussion du jour. Je voudrais essentiellement rappeler qu'effectivement, nous avons mis en place le portail Afrique de l'Ouest politique qui regroupe des sites sur le Togo, le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et des sites qui participent de la mission de Wati de dissémination des savoirs et d'animation du débat public sur toutes les questions qui nous semblent être importantes pour l'avenir des pays de la région.
je voudrais insister essentiellement sur l'aspect intégration régionale parce que autant la Fondation Konrad Adenauer, à travers l'existence même de ce programme spécifique de dialogue politique régional, autant Wati, par son choix depuis le début de travailler non pas sur un pays, mais sur tous les pays de l'espace ouest africain, je pense que nous partageons aussi cette compréhension et que l'intégration régionale fait partie des moyens d'accélérer le progrès économique et social dans la région. Et que c'est aussi un moyen d'ailleurs d'encourager et de créer des conditions pour la paix et la sécurité dans la région. Cela me permet de dire aussi que ces sites que nous avons mis en place, et le site Togo Politique en particulier, sont destinés à accueillir vos contributions, les contributions citoyennes, et qu'il ne s'agit pas nécessairement pour Wati seulement de mettre à la disposition du grand public des informations, des articles et des documents, mais il s'agit aussi pour les citoyens du Togo notamment de nous soumettre des articles et d'animer ainsi le débat public parce que nous estimons que ce n'est pas la réflexion collective qu'on pourra trouver, ils ont les solutions aux défis les plus importants. Peut-être le dernier mot que j'aurais, c'est essentiellement pour dire que les sujets économiques comme celui qui nous rassemble cet après-midi ne sont pas toujours les plus faciles, ne sont pas toujours les plus simples et ne sont pas toujours ceux qui attirent le plus. Je suis sûr que si on avait mis en avant une discussion sur la sécurité ou sur la gouvernance politique au Togo, on aurait peut-être encore plus d'intérêt. Mais je pense que les sujets économiques sont fondamentaux. Ce que le docteur Brinkel a dit sur la jeunesse de la population au Togo, qui est vrai pour toute la région ouest africaine et en fait pour tout le continent, cela veut dire que c'est un élément crucial des perspectives de paix et de stabilité dans notre région. Il n'y aura pas de paix et de sécurité à long terme si on ne crée pas davantage d'emplois pour les jeunes et on ne créera pas davantage d'emplois pour les jeunes si on ne transforme pas structurellement nos économies et notamment si on n'a pas davantage de diversification vers l'industrie. Et donc, la discussion, je pense, sur la zone industrielle, la plateforme industrielle cet après-midi, ce n'est pas seulement une discussion sur cette plateforme, c'est aussi une discussion sur le pari de l'industrialisation, sur les conditions de l'industrialisation et sur les obstacles encore qui se dressent justement devant tous ces pays qui essayent de diversifier leurs économies et de créer des emplois pour les jeunes. Et je crois que la discussion nous permettra à nouveau d'en apprendre davantage justement sur les progrès, les défis, mais aussi à nouveau sur peut-être les petites améliorations qui doivent être apportées pour qu'on accélère encore davantage cette diversification de nos économies et cet après-midi en particulier, la diversification de l'économie togolaise. Donc, je vais m'arrêter là et en insistant sur le fait que autant la Fondation que Wati, nous estimons que la démocratie, ça se construit aussi par le partage de connaissances et nous croyons vraiment que nous devons plus que jamais inviter tout le monde à s'intéresser à tous les sujets et à créer des sociétés ancrées dans le savoir. Merci à toutes et à tous et je nous souhaite d'excellentes discussions en remerciant à nouveau nos invités. Merci beaucoup, Gilles, pour ce mot introductif très substantiel. Effectivement, les questions économiques sont aussi importantes pour le développement de la sous-région. Nous allons donc passer à la présentation des panélistes rapidement. Nous avons avec nous M. Ediola Sanda, administrateur général de l'autorité de coordination de la plateforme industrielle d'Adizikopé. Il est officier supérieur des forces armées togolaises, actuellement au grade de commandant. Notre invité, du coup, M. Ediola Sanda, est diplômé de l'École nationale d'administration et a obtenu un diplôme de l'Université d'Aix-Marseille 3, où il s'est spécialisé en management des entreprises, option management public. Ancien chargé de mission du président de la République togolaise, M. Sanda a occupé des hautes fonctions dans l'administration militaire togolaise et au niveau des instances régionales de sécurité et de paix. En plus de ses responsabilités au sein de l'autorité de coordination de la PIA, M. Ediola Sanda occupe le rôle de secrétaire général au sein de l'Association des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, M. Sanda, et de partager avec nous vos inputs par rapport aux apports et aux défis que la zone industrielle d'Adizikopé a pu rencontrer.
Nous avons aussi avec nous Madame Dédé Akpeche-Mensah, titulaire d'un BTS en commerce international. Elle a connu plein de succès dans ses activités commerciales jusqu'en 2013, où, suite à l'incendie du grand marché de Lomé, elle s'est reconvertie en entrepreneur en créant Perfect Events, une agence d'événementiel très connue et sollicitée dans le domaine aujourd'hui. Elle s'est très vite également lancée dans le commerce entre la Chine et le Togo. Et elle s'affirme aussi sur la scène politique avec beaucoup de réussite. Élue aux dernières élections municipales au Togo en tant que conseillère municipale dans la commune du Golfe 6. Elle est aussi la présidente de l'Association des femmes élues locales du Togo. Toutes ces expériences, aujourd'hui, elle a décidé de les mettre au service de l'intégration socioculturelle et l'autonomisation des mères célibataires. Elle est ainsi la promotrice du Salon international des mères entrepreneurs au Togo. Merci beaucoup, Madame Mensah, d'être avec nous. Et pour clore la présentation de nos panélistes, nous avons M. Ayefumi Olu Adara, qui est président du conseil d'administration de la coordination togolaise des organisations paysannes et de production agricole. Il est aussi président d'honneur de la centrale des producteurs de céréales du Togo. Producteur donc et agricole et forestier, il est spécialisé dans la semence telle que le maïs, le riz, le soja, on en passe. Monsieur Ayefumi Olu Adara est par ailleurs membre du conseil d'administration du réseau ouest africain des organisations paysannes et des producteurs agricoles. Nous aurons alors ses perspectives locales sur la discussion de cet après-midi, puisqu'il est également maire adjoint de la commune de Tchamba, située dans la région centrale du Togo. Chers panélistes, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Wati aujourd'hui. Ce sera tout pour moi. En vous souhaitant un moment enrichissant, je vais laisser la parole à mon collègue Pierre Chétor pour rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, pour la présentation. Comme vous le dites, nous entrons donc dans le vif du sujet avec cette première question, je dirais, sur le positionnement stratégique de la plateforme industrielle. Quel choix de développement économique derrière cette initiative? Et donc, dites-nous, Monsieur Sanda, pourquoi une plateforme industrielle a à développer et quelle est la spécificité de cette zone comparativement aux autres initiatives de zone franche qu'a connu le Togo jusqu'ici? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bergedor, pour cette question. Merci à tout le monde d'être présent, à tous les panélistes et tout. Je m'en vais répondre à la question que vous venez de poser. Pourquoi la zone industrielle a développé? D'abord, cette position, elle est très stratégique parce que la zone est en même temps adjacente à la nationale numéro 1, la route, la nationale numéro 1 qui dessert directement les pays de l'Interland, qui va jusqu'au Burkina et qui facilement se connecte avec les autres pays comme le Niger et le Mali. Donc, c'est la nationale qui dessert beaucoup de pays et qui dessert les pays de l'Interland. Et en plus de ça, la zone d'Aditi-Kopé est traversée, la zone où se trouve exactement la zone industrielle est traversée par le chemin de fer qui quitte le port autonome de Lomé et qui dessert certaines localités du pays. Donc, en cela, on a une position stratégique en ce qui concerne les facilités logistiques dont aura besoin la zone pour son fonctionnement. Donc, voilà pourquoi, à mon avis, le choix de cette position, de cette localisation pour la zone industrielle. Maintenant, pourquoi, quelle est plutôt quelle est la spécificité de la zone industrielle par rapport aux zones franches qui existaient déjà? D'abord, je voudrais rappeler un point en ce qui concerne la zone franche. La zone franche, c'est un statut. Ce n'est pas forcément une zone qui est déterminée, délimitée et appelée zone franche. C'est un statut. Ça veut dire que toute entreprise se situant à n'importe quel lieu du pays peut obtenir ce statut de zone franche. Donc, c'est d'abord un statut.
Donc, ici, à la zone industrielle d'Adétukopé, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une zone industrielle qui accueille toutes les entreprises de tout statut. Donc, au Togo, nous avons deux statuts d'investissement. Nous avons le statut de la zone franche et nous avons le statut du Code des investissements. Et après ces deux statuts, nous avons le statut de droit commun. Donc, la zone industrielle d'Adétukopé accueille les entreprises de tous ces statuts. Donc, quel que soit le statut, on accueille l'entreprise. Donc, voilà la particularité de la zone industrielle d'Adétukopé. Donc, c'est une zone où on retrouve les entreprises de zone franche, on retrouve les entreprises du Code des investissements et où on retrouve également des entreprises de droit commun. Maintenant, le plus qu'on peut reconnaître à la zone industrielle d'Adétukopé, c'est que l'État a décidé, et c'est d'ailleurs l'engagement pris par l'État dans ce partenariat public-privé qui s'occupe du développement de cette zone industrielle. Donc, l'État a décidé de mettre en place les administrations pour directement servir les opérateurs de la zone. Donc, le principe, c'est que lorsqu'un investisseur arrive pour cette démarche administrative, il n'a pas besoin de sortir de la zone pour aller se faire prester auprès des services de l'État. Donc, tous ces services ont été mis à disposition de ces investisseurs dans la zone. Donc, c'est la particularité aussi par rapport aux zones franches, c'est que tout opérateur, quand il rentre dans la zone industrielle, il a à son service directement dans la zone toutes les administrations de l'État dont il a besoin pour ses activités. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la spécificité de notre zone industrielle d'Adétukopé par rapport aux zones franches qui existaient déjà. Merci beaucoup, Monsieur Sanda. Merci pour ces précisions. Peut-être rester toujours avec vous. Je parlais dans ma question de choix de développement économique. Quel est l'objectif principal derrière cette zone? Est-ce que essentiellement c'est pour créer de l'emploi, lutter contre le chômage? Est-ce que essentiellement c'est pour développer le tissu industriel togolais? Ou est-ce que c'est pour créer un système de réexportation ou d'exportation des produits qui seront réalisés dans cette zone-là? Peut-être nous préciser cet aspect et en profiter également pour faire peut-être un bilan. Ça fait 2 ans que la zone est entrée en service officiellement, et que ce soit en termes d'investissement direct étranger que de recrutement de la main-d'œuvre. Quel est l'impact de la plateforme en termes de création d'emplois? Peut-être nous dire rapidement quelques mots sur ce sujet pour entrer dans le vif du débat, puisqu'on parle d'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bergédan. Effectivement, pour répondre aux besoins du pays ou bien pour booster l'économie du pays, le chef de l'État, son Excellence Fort Ressources Gnassingbé, a eu la vision de stimuler le développement du pays à travers l'industrialisation. Et cette industrialisation qui sera axée sur la transformation de nos matières premières. Donc, voilà la vision de laquelle découle la mise en place de la plateforme industrielle d'Adétukopé. Donc, l'objectif principal de la PIA, la plateforme industrielle d'Adétukopé, c'est de favoriser ou bien de permettre la mise en place des unités industrielles dont leur activité est axée principalement sur la transformation de nos matières premières. Et effectivement, ce projet, ce qui est prévu à terme, c'est de créer d'abord des emplois, environ 35 000 emplois, et en plus, créer de la valeur ajoutée à l'économie togolaise. Et par rapport à cela, d'abord, si nous prenons en termes d'unités industrielles installées dans la zone, à ce jour, nous avons déjà 18 investisseurs qui se sont installés dans la zone industrielle d'Adétukopé. Et parmi les 18, 6 sont déjà opérationnels.
qui font déjà des activités, qui produisent déjà ou bien qui font déjà véhiculer leurs produits. Et nous avons 4 qui sont en construction et les autres sont dans les démarches administratives pour commencer la construction de leur unité ou bien de leurs usines. Donc, en termes d'unités installées, voilà, nous avons 18 qui sont déjà là. Et ces 18 ont déjà créé beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, le nombre d'emplois créés dans la plateforme industrielle d'Aditi Copé est environ 4 821 emplois directs comme indirects. Donc, voilà ce que donnent nos statistiques à ce jour. Merci beaucoup, Monsieur Sanda. J'avoue que vous donnez des éléments très, très intéressants. Peut-être j'ai oublié de compléter peut-être ma question, surtout sur l'aspect du port sec, parce que la plateforme industrielle joue le rôle de pôle de développement économique, mais également de port sec. Sur cet aspect, peut-être nous donner plus de précision. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, la plateforme industrielle d'Aditi Copé, on peut dire aussi que sa particularité par rapport aux zones industrielles qu'on connaît, c'est qu'elle a intégré en son sein un port sec. Et ce port sec a un objectif très précis, un objectif principal qui est de desservir les pays de l'Interland. Donc, dans ce sens, toutes les marchandises qui transitent par le Togo et vont vers les pays de l'Interland, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina, toutes ces marchandises, dès qu'elles arrivent au port maritime, rapidement, elles sont transférées au port sec de la PIA. Et c'est à partir du port sec de la PIA que les clients ou bien les propriétaires de ces marchandises viennent pour faire toutes les formalités administratives qu'il faut et qu'ils enlèvent les marchandises pour les ramener vers leur destination. Donc, ceci dans l'idée de décongestionner le port autonome de Lomé parce que ces clients qui, entre-temps, allaient au port maritime pour faire les formalités et enlever leurs marchandises, ne vont plus jusqu'au port maritime, s'arrêtent juste au port sec d'Aditi Copé pour faire les formalités et récupérer leurs marchandises. Donc, dans ce sens, le port sec d'Aditi Copé joue ce grand rôle de congestionner le port autonome de Lomé. Et aussi, je voudrais ajouter, excusez-moi, donc ce port sec aussi est mis en place au profit des investisseurs installés dans la zone parce que après la production, la production, tous les produits issus des usines directement bénéficient de ces installations pour les formalités administratives et l'exportation de leurs produits pour la part des produits qui vont aller en exportation. Donc, voilà un peu comment est organisé au sein de la PIA toutes les structures mises en place. Donc, il y a le côté zone industrielle et il y a ce côté qu'on peut appeler zone logistique qui compose le port sec et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la zone des entrepôts pour stocker les marchandises et une zone mise en place pour permettre aux camions qui viennent chercher la marchandise ou bien qui apportent les matières premières de stationner pour éviter des stationnements en désordre. Donc, nous avons un grand parking à camions intégré à la plateforme qui peut accommoder près de 484 camions simultanément. Donc, voilà toutes ces facilités qui sont mises en place pour pour faciliter les activités des unités industrielles et aussi faciliter le transit des marchandises vers les pays de l'Interland. Merci beaucoup, Monsieur Sanda. Merci pour toutes ces précisions. Dans mes recherches tout à l'heure, j'ai vu qu'au Togo, dans le cadre des activités de la plateforme, qu'on préfère former plutôt que de faire venir la main-d'œuvre de l'extérieur, notamment avec l'Agence nationale pour l'emploi. Monsieur Ayefumi, évidemment que je vous laisse réagir par rapport à tout ce qui a été dit par l'administrateur général de l'autorité de coordination de la plateforme industrielle et surtout prendre votre avis sur la politique du gouvernement en matière de main-d'œuvre locale
pas seulement dans les champs, mais surtout dans les unités de transformation que sont les PME, PMI. Est-ce que ce que vous voyez là, ce que vous entendez, ce qui existe en termes de main-d'œuvre qualifiée au Togo peut répondre aux normes élevées de production quand on prend par exemple le textile et les noix de cajou et ce dans la durée avec les nouvelles entreprises qui vont entrer et sortir de la zone, ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Aïfoun. Merci, chers panélistes, messieurs, mesdames les organisateurs. Merci également aussi à l'administrateur que je viens d'écouter vraiment avec tout intérêt. Et justement, la mission de WEA à la PIA, telle que nous, en tant que producteurs, nous le concevons, c'est vraiment une mission noble. Parce que pour nous, la PIA constitue une opportunité, bien des opportunités énormes en ce qui concerne notre secteur, qui est le secteur agricole, parce que la PIA s'intéresse beaucoup, tel que l'a décrit tout à l'heure l'administrateur général de la PIA, concerne beaucoup sur le secteur agricole en matière de transformation des produits agricoles. Vous savez, la production, c'est le marché qui tire la production. Lorsque nous regardons un peu ce qui est déjà fait, ou bien ce qui se fait depuis 2 ans que la PIA vient d'être installée, et nous apprécions déjà, nous avons commencé par apprécier déjà, disons, le fait que l'installation de cette plateforme industrielle commence par déjà absorber une bonne partie de nos jeunes garçons, jeunes filles surtout, et une bonne partie, et qui étaient descendus à Lomé pour soit à l'enquête du travail, mais qui, par manque de ce boulot, et ne font que faire des sales besognes et qui galèrent dans la ville. Aujourd'hui, il y a un changement notoire que nous sommes en train d'observer lorsque, effectivement, la PIA a commencé par fonctionner. Donc, moi, je ne parlerai pas de chiffres. L'administrateur l'a déjà dit, je n'ai pas les données statistiques, mais à vue d'œil, nous voyons déjà qu'il y a quand même un changement parce que les jeunes au recrutement qui lancent, les jeunes qui postulent. Et c'est ces jeunes-là qui constituent la masse de la population qui est dans la situation de précarité, dans la situation, disons, de non-emploi et qui sont vulnérables à des situations, disons, incorrectes, des situations non catholiques. Donc, c'est une appréciation pour nous parce que la PIA, non seulement est venue donner de la valeur ajoutée à notre agriculture, mais également contribue à faire la promotion de cette agriculture. Puisque nous avons assisté à des formations, au renforcement des capacités des jeunes, à former les jeunes. Nous avons assisté aujourd'hui, déjà pendant les 2 ans, disons, l'implication de la PIA dans les chaînes de valeur agricole. Surtout en impliquant les producteurs, en associant les producteurs, les PME, en assistant les producteurs avec les acteurs étatiques. Je prends l'exemple, par exemple, du réseau des semenciers. Le réseau des semenciers est aujourd'hui acteur disons, direct avec la PIA pour fournir les semences, des semences améliorées. Donc, c'est quelque chose de très important que nous apprécions et que nous voudrions que la PIA vraiment puisse continuer. Donc, disons que cette politique du chef de l'État, de dire comment absorber la masse des jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qui galèrent, qui n'ont pas de boulot, et qu'on puisse installer une zone industrielle qui peut attirer les investisseurs, qui peut créer de l'emploi et qui peut créer même de la richesse disons, au niveau de la nation, moi je crois que c'est une bonne chose. Et les 2 ans que nous venons déjà d'assister nous augurent, disons, un avenir
radieux en ce qui concerne, disons, le relèvement du niveau de vie des populations, surtout des populations jeunes. Et je vais parler également aussi des petites entreprises par rapport, disons, à la coordination aujourd'hui que la PME. Nous avons sur le plan national des PME qui sont des agrégateurs qui travaillent avec nos membres à la base, mais qui aujourd'hui également ont des contrats directs avec la PIA pour pouvoir fournir de la matière première, disons, à la PIA. Donc, si je veux me résumer, je peux dire que le bilan, pour le moment, est un bilan positif en ce que nous voyons qui se fait. D'abord, en un rien de temps, lorsque vous arrivez aujourd'hui à la PIA, vous allez voir vraiment des bâtiments, des immeubles qui poussent comme des champignons, des gros magasins, des industries. Donc, on est au Togo comme si on est dans un autre pays, des pays européens. Donc, c'est une bonne opportunité que j'apprécie, nous apprécions en tant que producteurs agricoles, acteurs de cette politique agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ayefoumi. Le bilan est positif, mais selon vous, qu'est-ce qui reste à améliorer aujourd'hui? Tout n'est pas quand même rose. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis à... J'ai commencé par dire que c'est le marché qui attire la production. Mais aujourd'hui, les jeunes qui se sont lancés dans l'agriculture éprouvent d'énormes problèmes. L'accès aux facteurs de production, l'accès au crédit, l'accès même disons, au système de production durable, l'accès à la nouvelle technologie. Il y a tout ça là qui constitue des freins encore. Vous savez, l'agriculture, pourquoi les jeunes ont quitté les fermes pour aller en ville? C'est parce que l'agriculture n'est pas attrayante. Elle n'est pas aisée, elle est pénible. Donc, la pénibilité plutôt de cette tâche-là fait que les jeunes ne veulent pas s'intéresser à l'agriculture et quittent pour aller dans les villes. Bon, maintenant, il faut qu'on puisse aller, disons, à l'éradication de ces défis-là, du moins pas à pas, qu'on puisse mettre des conditions favorables aux jeunes pour que les jeunes puissent s'installer réellement dans la culture, qui puissent avoir le faire. Donc, nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. Les défis liés à l'irrigation, parce que notre système agricole là, reste encore rudimentaire. Et tenez-vous bien, un jeune qui a peut-être Bac plus 2, ou bien qui a plus la licence, et qui veut s'installer dans la culture, vous croyez que ce jeune-là va se mettre à aller encore cultiver avec la daba? Ce n'est pas possible. Donc, il y a un défi de mécanisation que moi, je crois que la PIA peut aider, disons, l'État à combler, oui, à combler ce vide-là, parce que j'ai vu cette année, par exemple, la PIA, avec des contrats avec les producteurs, la PIA disons, a mis à disposition de système de mécanisation aux jeunes. Donc, cette politique-là, moi, je crois que ça peut éradiquer ce que peu à peu, disons, le système de manque de mécanisation dont nous crions toujours et qui freine effectivement la production. Il y a également aussi des aspects de productivité. Notre agriculture n'est pas rentable pour le moment parce que nous manquons beaucoup de moyens pour aller vers la productivité. Les rendements sont très faibles. L'utilisation des semences a amélioré pour le moment au niveau du Togo n'est qu'à 16%. C'est 16% des producteurs agricoles qui utilisent les semences améliorées. Donc, il y a un vide à combler. Et tel que je vois déjà les 2 ans que nous avons fait avec la PIA, le fait d'agréger des producteurs, le fait de travailler en collaboration avec le réseau des semenciers, le fait de mettre à la disposition des producteurs semenciers des semences de base pour la multiplication de ces semences et les distribuer aux producteurs. Je prends l'exemple du soja. Moi, je crois que d'ici 5 ans, nous allons pouvoir véritablement relever ce défi lié à la productivité.
Nous avons également aussi un défi lié même à, disons, à la matière, disons, à la semence de base. Donc, nos services de recherche n'ont pas des moyens vraiment adéquats pour nous fournir des semences de base de qualité. Donc, la technologie manque. Même si les gens ont des compétences, disons, intellectuelles, il faut des équipements également conséquents pour qu'on puisse nous fournir de la matière de semences de base afin que nous puissions relever le défi de productivité. C'est du fait que nous sommes pas, les rendements ne sont pas au rendez-vous que nous ne sommes pas compétitifs sur le marché. Heureusement d'ailleurs qu'aujourd'hui, la pays est là pour collecter une bonne partie de nos produits, surtout lorsque je prends le soya. Sinon, bon, sans l'export, et à l'export, on n'est pas compétitif parce que le prix que nous proposons n'est pas un prix compétitif, donc nous allons avoir nos produits sous les bras. Donc, il y a de ce défi-là que je pense que là, on doit faire face. Et aujourd'hui, l'investissement même agricole, ça pose problème. Il faut des financements. Et le système, aujourd'hui, le système de financement agricole au niveau du Togo est basé sur les microfinances. C'est seules les microfinances qui sont engagées véritablement à nous aider. Mais au finish, qui gagne? Parce qu'on nous vend de l'argent très cher. Donc, mais je crois que dans l'option que la pays a prise de pouvoir aller également aussi dans le financement de la culture, je crois que cet aspect de financement également sera résolu d'ici peu si vraiment on est ensemble, on construit ensemble. Mais tout ceci, pour relever tous ces défis, moi je dis qu'il faut un système de coordination où il doit y avoir les producteurs, les transformateurs, les PME, les services étatiques, pour qu'on puisse créer un cadre de discussion pouvant permettre à chacun puisse verser dans ce cadre-là ses préoccupations, les analyser ensemble et trouver comment les voies et moyens pour qu'on puisse aller vraiment vers la chaîne de valeur agricole. Merci beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup, Monsieur Aïfoumi, merci pour tous ces éléments. Je me tourne à présent vers Madame Messan. On voit bien en écoutant les producteurs que la plateforme peut permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi sur place et ne pas forcément se tourner vers des régions plus attractives. Quand on prend le CADIO, comme le rappelaient les investisseurs sur le cas du Bénin, sur lequel on avait organisé également une table ronde sur les zones franches industrielles, beaucoup de femmes peuvent être sollicitées sans aucune formation spécifique. Mais dites-nous, Madame Messan, côté entrepreneur, pensez-vous que ce type de projet puisse attirer les entrepreneurs au Togo? Les jeunes entrepreneurs togolais se sont-ils installés à l'intérieur de la plateforme? Est-ce que vous avez connaissance de ce genre d'informations et ont-ils, selon vous, la chance de prospérer dans un tel environnement économique? Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci pour l'invitation. Très sincèrement, je suis émue par l'intervention des deux précédentes personnes, à savoir la personne de Sanga, l'autorité qui coordonne la plateforme industrielle d'Adéticop que je salue, et aussi Monsieur le maire adjoint, Monsieur Aïe Foumi. Je dirais, sans trop tergiverser sur déjà les données statistiques que nous ont fournies, Monsieur Sanga, vous pouvez comprendre déjà que les jeunes entrepreneurs du Togo ont du mal à s'installer à l'intérieur de la plateforme d'Adéticopé. Pas parce qu'ils n'ont pas l'information, mais parce que beaucoup de défis sont liés à l'entrepreneuriat au Togo. Et si nous prenons le cas
de PIA. Pour qu'un entrepreneur puisse s'installer, il faut un coût d'acquisition de la parcelle, même si le chef de l'État a personnellement revu à la baisse le coût pour les femmes. Il reste à savoir combien d'entre ces entrepreneurs aujourd'hui arrivent à acquérir la parcelle de terre pour s'installer. Vous l'avez écouté tantôt, qu'il y a au jour d'aujourd'hui 18 investisseurs qui sont présents, dont 6 entreprises qui fonctionnent normalement et 4 en cours de démarches administratives. Donc, pour vous dire qu'il y a d'énormes difficultés. À cela aussi, on peut ajouter au fait, de côté le coût d'acquisition de cette parcelle-là, on peut aussi ajouter l'indisponibilité en quantité et en qualité suffisante de la matière première. M. Aïfoumi vient de le dire tout à l'heure, que les entrepreneurs au Togo ont besoin d'avoir assez de moyens pour avoir aussi assez de matières premières. Ces matières premières, nous avons des difficultés à avoir l'accès aussi. Pas parce que ça n'existe pas, ça existe, mais la qualité est à revoir. Et pour ceux qui n'existent pas, il faut un coût. Et les entrepreneurs du Togo, nous faisons recours très souvent à de l'emprunt. Au niveau des microfinances, le coût est très, très, très élevé. Donc, il est vraiment difficile aux entrepreneurs qui sont là aujourd'hui de trouver facilement du financement pour s'installer. Et je remercie Dieu que la plateforme Adeticopi a compris qu'il faut vite associer les entrepreneurs locaux, c'est-à-dire les entreprises autour de l'idée de cette plateforme. Et je pense qu'ils ont même déjà commencé des campagnes d'initiation à la culture entrepreneuriale. Et je pense qu'ils ont même mené pour que les entrepreneurs puissent comprendre le bien fondé de cette plateforme. S'il y a aussi des entrepreneurs qui ne vont pas vers la plateforme, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'objectif de cette plateforme. Parce que tantôt, vous aurez compris que la plateforme dispose de beaucoup d'atouts. Quand nous prenons le cas du port sec qui existe là-bas, la critique même à l'interne de la plateforme qui, après production et tout, accompagne les entrepreneurs pour que les produits finis puissent être écoulés sur des marchés où la demande est vraiment forte. Mais tant que nous ne revoyons pas, et pour répondre au dernier aléa de questions pour savoir si ces entreprises peuvent prospérer dans ce milieu-là, je peux dire oui et non en même temps. Pourquoi? Oui, dans ce sens, si on peut revoir tout le système de fonctionnement, c'est-à-dire comment faire depuis la source que l'agriculteur doit trouver. Maintenant, la matière première, le produit qui vient sur la plateforme, la transformation. Si on arrive à avoir les acteurs fédérés pour comprendre quoi qui fait quoi, quand le fait, c'est pas qu'ils ne le font pas, mais on a besoin d'une restructuration pour que les jeunes entreprises au niveau local se sentent aussi concernées par ce qui se passe. Parce que parfois, on a l'impression que la plateforme est dédiée aux gros, pas seulement aux PME, mais à ceux qui ont vraiment des moyens pour pouvoir s'installer. Je pense que je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, madame. Merci pour toutes ces précisions. Je vais maintenant passer la parole à Babacar Ndiaye, directeur de la recherche et des publications de Wati, pour la deuxième partie du débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Berger d'Or. Je pense que nous allons poursuivre dans cette même lancée.
Et dans ce second temps de la discussion, j'aimerais d'abord commencer par trois petites questions pour Monsieur Sanda. La première question, Monsieur Sanda, est de savoir est-ce que dans la conception de la plateforme PIA, il y a eu des missions à l'étranger, notamment en Afrique, pour aller voir un peu les bonnes pratiques dans les zones industrielles à l'étranger? Et est-ce qu'il y a eu une zone industrielle qui a particulièrement inspiré la conception de la PIA? Je le rappelle tout à l'heure, il y a quelques semaines, nous avions aussi organisé un webinaire sur la plateforme qui se trouve au Bénin. Et donc, voilà, ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y a eu des missions qui sont déroulées à l'étranger, justement, pour aller s'enquérir des bonnes pratiques, justement, de ces zones industrielles. Monsieur Sanda. Merci, Monsieur Babaka, pour la question. Euh, Votre question est relative au fait que est-ce que nous sommes inspirés disons, des zones industrielles avant de commencer le développement de notre zone? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Donc, je peux vous retracer un peu l'historique. Disons que nous avons commencé le développement de notre zone industrielle en 2020. Donc, avant le commencement, disons avant le commencement ou bien avant le début du développement de cette zone, nous avons fait plusieurs missions pour s'enquérir des expériences des pays qui ont déjà commencé des projets similaires. Et en l'occurrence, nous nous sommes rendus au Gabon. Et à cette époque, le Gabon avait déjà 10 ans d'expérience en termes de développement des zones industrielles. Donc, la zone économique spéciale de Hancock à Libreville était la zone où nous nous sommes rendus et nous avons fait une mission d'immersion pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre comment c'est structuré. Et c'est de cette expérience que nous sommes venus, nous avons essayé d'améliorer pour faire mieux que le maître. Et nous avons pu, c'est comme ça que nous avons pu développer, nous avons pu commencer le développement de notre zone industrielle. Donc, effectivement, nous nous sommes inspirés de nos prédécesseurs. D'accord, merci beaucoup, c'est important. Deuxième Merci. petite question aussi, toujours pour vous, monsieur Oui, Sanda, oui, c'est oui. de savoir que on a dit qu'il y a des investisseurs étrangers, pardon, qui interviennent au sein de la plateforme. On aimerait savoir ils viennent de quel pays et surtout dans quel domaine ils interviennent sur la plateforme. D'accord. C'est vrai, parmi les 18 investisseurs qui sont installés, que je viens de citer tout à l'heure, nous avons des investisseurs nationaux. Nous avons des Togolais, nous avons des investisseurs venant de l'Inde, de Singapour, des investisseurs chinois, voilà, des Chinois. Je pense que pour le moment, c'est les nationalités que nous avons. Nous avons aussi des investisseurs, les Sri Lankais. Voilà un peu, disons, s'il faut les classer en grands groupes, c'est les grands groupes d'investisseurs que nous avons sur la plateforme. Donc, Inde, Pakistan, non pas Pakistan, Singapour, Sri Lankais et puis Togolais. Voilà les nationalités que nous avons pour le moment sur la zone. Il n'y a pas encore d'entreprise ouest-africaine installée sur la plateforme. Ouais, si j'ai oublié, il y a un entrepreneur, bon, un investisseur qui est venu du Bénin. D'accord. C'est l'entreprise Dongaco qui a la licence de Coca-Cola et je pense qu'il va desservir les boissons Coca-Cola dans la sous-région. Donc, cet investisseur vient du Bénin. Donc, pour le moment, c'est le seul de la sous-région qui a rejoint PIA. Donc, on attend d'avoir les autres. D'accord, parfait. Oui. Alors, ma Oui. dernière question pour vous, elle concerne la transformation des ressources naturelles, Oui. jusque-là exportées à l'état brut. Justement, quels sont les résultats au sein de la plateforme par rapport à ces ressources naturelles-là qui sont transformées et exportées? Oui. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, la transformation des ressources naturelles se fait de façon, disons, graduelle. La stratégie, c'est de commencer par les ressources naturelles disponibles
et après développer ou bien travailler à accroître le rendement des autres ressources naturelles pour arriver à un niveau où le volume peut permettre la transformation locale. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé à transformer le soja parce que la production du soja donnait une quantité qui permettait déjà qu'on puisse installer une unité de transformation. Donc, aujourd'hui, nous transformons le soja comme matière première et les produits que nous obtenons de cette transformation, c'est les tourteaux de soja qui sont utilisés dans l'alimentation de l'élevage. Et nous avons l'huile de soja, donc l'huile brute et ensuite qui est raffinée, qui est propre à la consommation. Et après le soja, nous avons le textile. Le textile où aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la production des t-shirts, des t-shirts qui sont mis sur le marché international comme marché local. Et voilà les produits qui sont issus de la transformation de nos matières premières qu'aujourd'hui nous arrivons à faire sur la zone industrielle. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, c'est juste une clarification pour ceux qui nous suivent. On a Oui, mis en place un guichet unique. Est-ce que vous pouvez oui, expliquer un peu à quoi ça consiste justement la mise en place d'un guichet oui. unique? Voilà. Au départ, j'avais expliqué que l'État a mis en place les administrations pour accompagner les investisseurs, pour permettre aux investisseurs de faire sur place les démarches administratives. Donc, au fait, ce guichet unique regroupe ces administrations. Donc, aujourd'hui, nous avons 22 administrations qui sont représentées au sein de ce guichet unique où on peut dire que le guichet unique est le point de départ des démarches administratives de l'investisseur et la fin des démarches administratives aussi. Donc, quand l'investisseur arrive à ce guichet, il a toutes les administrations qui sont là pour les formalités, pour les permis, les autorisations, tous les documents administratifs dont il a besoin pour exécuter ses activités. Donc, voilà ce qui représente le guichet unique au sein de la zone industrielle. Merci beaucoup, Monsieur Sanda, pour Merci, c'est moi qui vous remercie. ces clarifications. C'est très important d'en apprendre plus sur Merci. cette plateforme. À présent, nous allons passer à Madame Messan. J'ai deux petites questions à vous poser également. Vous avez commencé à aborder la première question, mais je pense qu'on doit essayer de creuser davantage. Et la question est de savoir comment associer les entrepreneurs locaux togolais à ce projet de la PIA. On sait que vous intervenez aussi dans le domaine de la communication. Pensez-vous que les Togolais se sont appropriés le projet industriel? Est-ce que la communication autour du projet permet de toucher les cibles? Et enfin, quelle est la place des PME et des PMI justement dans les nouveaux projets de transformation des matières premières au Togo? Madame Messan. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Je pense, je le disais tantôt, que Absolument. pour associer le projet de la plateforme industrielle, il faut déjà lancer des campagnes. Je pense que la plateforme a déjà commencé parce que ces campagnes permettent aux entrepreneurs d'avoir un peu de notion, de les amener à comprendre les potentiels et l'objectif derrière cette plateforme. Et je pense qu'ils ont commencé dans la préfecture de Zio. Et j'ai bien suivi, ils ont fait déjà 3 tours où ils ont rassemblé les potentiels entrepreneurs pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé de cette plateforme. À vrai dire, la communication manque sincèrement autour de la plateforme. Quand je dis que ça manque, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de communication, mais il faut rediriger la communication, que la communication se fasse beaucoup en langue locale, qu'on puisse voir où trouver beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, à part la radio, la télévision locale, il faut chercher d'autres canaux pour communiquer. Dieu merci, aujourd'hui au Togo, nous avons la décentralisation. La plateforme industrielle d'Adidikopé peut s'appuyer sur les mairies. D'abord, pour avoir une base de données des entrepreneurs ou des potentiels entrepreneurs de la zone et communiquer davantage. Comme je le disais tantôt,
Pour certains, quand nous discutons entre entrepreneurs, on a l'impression que la plateforme est créée pour une catégorie de personnes. Et on n'ose pas aller vers cette plateforme pour avoir plus d'éclaircissement et savoir comment apporter notre pierre à l'édifice. Comment, en tant que Togolais et mieux encore en tant qu'entrepreneur, nous ne pouvons pas contribuer au bien-être de notre pays si cela peut éradiquer le taux de chômage au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Donc, il faut que certains acteurs soient imprégnés de l'objectif de la plateforme pour que nous puissions maintenant à notre niveau, parce qu'à pas être entrepreneur, je suis une élue au niveau local, si je suis mieux imprégné de l'objectif de cette plateforme, je sais le rôle que j'ai à jouer auprès de ma communauté. Quel est ce produit que nous faisons à notre niveau? Comment est-ce que nous pouvons ramener cela au niveau national? Dieu merci, aujourd'hui, avec les avancées qu'il y a, les PME et les PMU occupent une place très, très, très importante, en ce qui concerne la matière première. Si vous retournez aujourd'hui sur le marché, l'autorité l'a dit tantôt, il y a déjà ce partenariat public-privé qui permet à ces PME-PMU de pouvoir être au cœur de la transformation, produire, donner, mettre à disposition les matières premières pour que la plateforme puisse l'utiliser. Mais il ne faut pas oublier le fait que ces matières premières, il y a de l'indisponibilité en quantité et en qualité. Il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Parce que si pendant près de 29 mois officiellement que cette plateforme fonctionne et que jusque-là, nous sommes à 6 entreprises installées, ça veut dire qu'il y a manque d'informations et puis manque d'accompagnement pour les entrepreneurs. Quand nous parlons d'accompagnement, nous ne voulons plus aujourd'hui nous arrêter sur les mécanismes de prêt d'argent où on parle de FNFI et d'autres moyens. Non. Pour aller vers la plateforme, soyons francs, nous avons besoin de vrais moyens. Et que la somme qui sera mise à la disposition des entrepreneurs, le taux de recouvrement aussi, que l'État puisse avoir du regard dedans pour vraiment inciter les entrepreneurs à vouloir aller vers la plateforme et à créer du meilleur. Justement, Justement, vous abordez la question des financements, du financement des entrepreneurs et les structures privées. Je suis sénégalais, je ne connais pas très bien justement le système de financement des entrepreneurs au Togo. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer les mécanismes de financement? Est-ce que c'est les mêmes qu'on retrouve un peu dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest avec des financements ciblés sur les femmes et les jeunes, ou bien il y a des mécanismes différents au Togo, justement pour renforcer le travail des entrepreneurs? Je pense que le chef de l'État, il a un peu emboîté le pas d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons par exemple le FAEJ qui accompagne les entrepreneurs euh, pour d'abord le financement, la structuration de votre entreprise et tout ce qui va là, pour que d'abord aussi l'entreprise puisse avoir des bases formelles. Et ensuite, il y a dans les appels d'offres aujourd'hui ce que nous disons, les 25% qui sont dédiés aux jeunes et aux femmes. Je le disais tantôt, sous contrôle de l'autorité de coordination de la plateforme, que les femmes qui, par exemple, doivent acquérir la parcelle pour installer l'entreprise au niveau de PIA ont un traitement spécial. Cela sous-entend simplement qu'au Togo, nous aussi, nous essayons de spécifier tout ce qui concerne le financement en ce qui concerne les jeunes et les femmes. Mais plus, quand l'entreprise montre ses capacités, avec le FAEJ aujourd'hui, c'est un fonds qui est mis à disposition, qui accompagne, et que vous êtes solvable. L'État vous accompagne. Mais je précise toujours que
les fonds mis à disposition dans ces endroits ne suffisent pas pour les entrepreneurs et les entrepreneurs continuent à faire recours aux microfinances qui ont un taux de recouvrement trop élevé. C'est le taux de recouvrement qui ne permet pas finalement à l'entrepreneur de s'acquitter de sa dette. Et 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous retrouvez votre entreprise en faillite et vous êtes obligé de fermer vos portes. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Messon. Je vois une main levée de Monsieur Sanda. Vous voulez réagir, peut-être? Allez-y. Oui, Monsieur Babacar, merci beaucoup pour la parole donnée. Je voudrais tout simplement faire un complément par rapport à ce que Madame Apedje a dit. D'abord, je la remercie beaucoup pour la remarque sur la communication. C'est bien noté, nous allons vraiment redynamiser notre communication pour présenter vraiment à tous les niveaux et faire la communication en langue locale pour que ça atteigne vraiment tout le public qu'il faut pour que les gens comprennent les opportunités que présente PIA, les PME-PMI, qu'ils voient effectivement les opportunités présentées et qu'ils sachent comment les saisir. Et je voudrais rappeler que PIA, disons, PIA disons, est un fournisseur d'opportunités. Pourquoi je l'ai dit? C'est-à-dire, PIA se met sur la ligne de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, PIA, à la base, aide à la production et après, PIA se positionne sur le marché pour collecter les productions, donc les récoltes, et ensuite, PIA se met à la transformation et après, PIA aide les unités installées dans la transformation aussi à trouver le marché. Donc, PIA crée des opportunités pour tout le monde. PIA crée des opportunités pour tout le monde. Donc, moi, je me dis, si effectivement nous faisons une bonne communication, les PME, PMI verront que vraiment, ils ont leur place à PIA. Et c'est vrai, actuellement, il y a des conditions qui sont créées pour faciliter l'installation des investisseurs togolais. On a revu à la baisse les coûts d'installation, bien les coûts de location plutôt pour les investisseurs locaux. Et comme ça, on aura beaucoup plus d'entrepreneurs togolais qui vont s'installer à la zone. Donc, il y a cet aspect et aussi que les PME togolais sachent qu'ils peuvent se greffer à ce qui se fait à PIA en n'étant pas forcément installés à PIA. S'ils connaissent bien les activités des PIA qui se passent non seulement sur la zone, mais hors de la zone aussi, ils verront qu'ils peuvent collaborer, ils peuvent se greffer à ce projet de la plateforme industrielle d'Atitikopé sans forcément être installés dans la zone industrielle. Et on le fait déjà avec les agrégateurs. Les agrégateurs, ce sont des entrepreneurs. Donc, on le fait déjà avec des agrégateurs qu'on accompagne dans la production des matières premières et ensuite, on se positionne pour leur acheter les produits issus de leurs activités. Et après, maintenant, on passe ces produits aux unités installées comme matière première pour la transformation. Après la transformation, on crée ou bien on va chercher des marchés à ces unités installées pour ventiler les produits manufacturés, les produits issus de leur transformation. Donc, voilà un peu les opportunités que PIA met en place. Effectivement, nous allons booster la communication pour que vraiment ça atteigne tout le monde et que les Togolais puissent bien profiter de ce projet. Merci beaucoup, Madame Apedje. Merci, Babacar. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Babacar, je peux compléter? Oui, rapidement, s'il vous plaît, avant de passer à Je monsieur voudrais Adara. dire à monsieur Sonda que notre association, l'association des femmes élues locales du Togo, pourra se mettre à votre disposition parce que nous avons des coordinations dans presque toutes les préfectures où nous pouvons vraiment vous aider à communiquer mieux sur les objectifs de PIA. Merci. Merci beaucoup, Madame Messon, pour ce message adressé à monsieur Sanda. Monsieur Adara, vous évoluez dans le secteur agricole et vous êtes à la tête du conseil d'administration de la coordination togolaise
les organisations paysannes et les producteurs agricoles. Et dans la mise en œuvre de la plateforme industrielle d'Alecticopé, est-ce que vous avez été déjà associé à la réflexion stratégique du projet? Ma première question. Et 2 ans après le lancement de la plateforme, quelles sont les avancées dans le secteur agricole, qui est votre secteur de prédilection? Et je pense que vous avez parlé un peu de ça tout à l'heure avec Bergedor, mais est-ce que vous avez identifié des axes d'amélioration, surtout dans le secteur agricole togolais? Merci beaucoup pour m'avoir donné encore la chance de répondre à votre question. Et vous savez, lors de la mise en place de la PIA, il est vrai, nous n'avons pas, en tant qu'organisation paysanne, approché ou bien associé lors de la mise en place de la PIA. Cependant, nous avons assisté à bon nombre de rencontres organisées par le ministère qui donnaient les informations par rapport à la plateforme industrielle d'Alecticopé. Maintenant, disons, dans le fonctionnement de la PIA et dans son opérationnalité, donc nous nous sentons quand même concernés parce que à travers nos fêtières à la base, nous sentons que la PIA est une opportunité pour les producteurs agricoles, pour le monde paysan. Et par rapport à ce qu'ils font, et je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a une convention entre la PIA et le réseau des semenciers, qui est membre de la plateforme, des membres de la CETOP. Il y a également certaines coopératives, de nos coopératives à la base, qui fournissent la matière première à travers les agrégateurs. Donc, nous ne pouvons pas dire que concerne, même si on n'est pas associé en tant qu'acteur, collaborateur, en tant qu'acteur associé, mais quand même les impacts, les retombées de ce que fait la PIA aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires. Mais nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas être bénéficiaires, mais nous voulons être des acteurs et des collaborateurs avec que c'est pour venir résorber le chômage, c'est pour venir remonter l'économie nationale à travers l'agriculture, la transformation. Mais ça concerne qui? C'est nous les producteurs, c'est le monde paysan. Donc, il va falloir, voilà pourquoi je parlais tantôt qu'il va falloir que la PIA essaie de mettre un cadre de coordination où on peut retrouver les industriels, on peut retrouver le monde paysan à travers leur organisation, on peut retrouver les PME, les industriels, les PME et également aussi les acteurs étatiques pour qu'on puisse évoluer ensemble. Là, on peut créer même de la chaîne de la PIA pour qu'on puisse voir quelle matière première nous avons besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin pour pouvoir produire cette matière première et combler le besoin de la PIA? Qu'est-ce que le monde paysan, à travers leur organisation, doit faire, doit jouer comme rôle pour qu'on puisse pousser la production et aller vers la spéculation que la PIA a besoin, puisque si la PIA arrive à prendre nos produits, nous nous enrichissons parce que nous avons trouvé un marché qui est à proximité. On n'a pas à se décarcasser pour voir comment nous allons coller nos produits, comme nous avons les produits sur la main. Donc voilà autant de stratégies que nous pensons que la PIA peut mettre pour que même si en amont, on n'avait pas été associé, mais quand même qu'en aval, qu'on puisse être, disons, des acteurs directs à travers les organisations et les acteurs indirects à travers nos membres à la base qui sont les producteurs pourvoyeurs de la matière première. Merci. Une dernière question pour vous, Monsieur Adara. Vous êtes du secteur agricole. Justement, tout à l'heure, on a parlé des jeunes et de l'entrepreneuriat. Et ma question est la suivante. Comment amener les jeunes à entreprendre et à plus investir dans le secteur agricole au Togo? J'entends souvent qu'on ne peut pas transformer un jeune citadin en agriculteur, mais est-ce que cette phrase, elle est vraie?
dans la mesure où l'agriculture aujourd'hui regorge de métiers, regorge de chaînes de valeur et chacun peut avoir sa place justement dans ces chaînes de valeur-là. Comment vraiment faire pour que les jeunes soient plus impliqués dans tout ce qui est, tout ce qui tourne autour de l'agriculture en termes d'investissement et aussi d'entrepreneuriat? OK. Aujourd'hui, nous nous réjouissons quand même que les chefs de l'État, à travers les institutions de l'État, ont créé, ou bien créé des conditions favorables à ce que les jeunes puissent s'intéresser à l'agriculture, même s'il y a encore des défis à relever, comme je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que l'encouragement des jeunes à entreprendre et à investir dans la production agricole est essentiel pour stimuler l'agriculture et continuer à sécuriser l'alimentation au peuple togolais, puis contribuer à la croissance économique. Donc, voilà, il y a des pistes pour faire cet encouragement-là, pour, disons, amener les jeunes à s'investir dans la culture. Il y a certaines pistes que nous devons nécessairement, par lesquelles nous devons passer. Nous devons d'abord aller à l'éducation et à la formation des jeunes. Formation des jeunes, disons, dans la qualité. Il faut amener les jeunes à produire dans la qualité au niveau de l'agriculture. Il faut sensibiliser les jeunes. Cette sensibilisation doit aller, disons, à montrer aux jeunes les opportunités, les énormes opportunités qu'ils peuvent jouir à travers la production agricole. Et aujourd'hui, la PIA est une porte pour ces opportunités-là. Il faut vraiment, véritablement sensibiliser les jeunes, leur montrer que les perspectives de carrière, disons, ils peuvent aller dans cette perspective de carrière à faire de la culture une profession. Il faut également aussi, disons, ça, l'État le fait, mais ce n'est pas encore ça. Disons, accès au foncier. Comment amener les jeunes à avoir accès au foncier, puisque c'est le foncier qui est la première, disons, oui, le premier ingrédient que le jeune, bien, le producteur peut avoir pour pouvoir produire. Il faut faciliter l'accès des jeunes à l'acquisition des terres. Il faut également aussi fournir les jeunes, disons, l'accès des ressources de financement abordables et adéquates. Je l'ai dit tantôt que pour le moment, les seuls recours que nous avons, c'est les microfinances. Comme l'a dit madame, effectivement, les microfinances, bon, on les remercie parce qu'ils nous accompagnent quand même. Mais nous disons que nous ne sommes pas gagnants dans ce système-là financier. Nous ne sommes pas gagnants parce que les coûts, je dis bien les coûts, les intérêts générés par ce que nous avons à leur niveau sont trop élevés. Si bien qu'au finish, le producteur, il n'a plus rien et d'année en année, il doit toujours faire recours au crédit des microfinances pour pouvoir, disons, faire son exploitation. Il y a également aussi l'esprit entrepreneurial qu'il faut cultiver au niveau des jeunes. Aujourd'hui, nous avons assez de diplômés. Lorsque nous regardons, on voit à peu près chaque année le nombre de candidats au baccalauréat, le nombre de candidats qui réussissent au baccalauréat, le nombre de candidats qui vont à l'université. Est-ce que toutes ces personnes vont trouver du boulot à faire au niveau de la fonction publique? Je ne pense pas. Si on se donne cet espoir-là, on se leurre. Et je dis bien que la culture est, disons, la porte ouverte. C'est une porte d'entrée pour que le jeune puisse entreprendre. Et quand je parle de la culture, je ne parle pas seulement de la production agricole. Je parle également de la transformation des produits agricoles. Je parle de la commercialisation des produits agricoles. Les jeunes peuvent entreprendre dans ce secteur-là. S'ils entreprennent dans ce secteur, les conditions aujourd'hui sont là. Il y a les financements, les systèmes de financement, et disons à conditions favorables que l'État a mis, les FNFI, PAES, ainsi de suite, tout ce système que l'État a mis, moi je crois que les jeunes peuvent capter ça pour pouvoir entreprendre. Et ça aussi, c'est une éducation qu'on doit donner. Il y a également aussi... Oui, alors. Oui, rapidement, votre dernier mot. Allez-y. Donc, il y a également aussi la technologie. Aujourd'hui, l'agriculture face au changement climatique a besoin de la technologie, a besoin de tout ce que l'on fait aujourd'hui pour aller vers la résilience, pour faire face au changement climatique, donc une agriculture climato-intelligente.
Donc, c'est des formations qu'il faut. Les jeunes, on doit les amener là où les gens font déjà des expériences, faire des voyages d'études, faire des voyages d'échange pour que les jeunes là puissent s'installer dans leur ferme. Il y a également aussi le besoin de diversification des produits. Aujourd'hui, au niveau de la PIA, l'administrateur vient de parler de 18 entreprises qui sont déjà installées, mais il n'a parlé que de 2 spéculations, à ce que je comprenne. Il n'a parlé que de soja, il n'a parlé que de coton. Mais il y a beaucoup de spéculations. Donc, si la PIA nous dit que, bon, voilà, nous avons besoin de sésame, nous avons besoin de manioc, nous avons besoin de maïs, donc je crois que nous devons alors amener les jeunes à se positionner dans ces spéculations-là, à diversifier les spéculations pour qu'au finish, ils puissent gagner ici, gagner là, gagner de l'autre côté pour, disons, s'enrichir et jouir de son travail. Merci, merci. Madame Messan, vous voulez dire un mot? Oui, je voudrais ajouter à ce que le doyen disait qu'il faut, moi, pour ma part, je pense qu'il faut, pour un changement de paradigme, il faut associer l'entrepreneuriat à l'éducation depuis la base. Il faut faire comprendre à la jeunesse que l'entrepreneuriat n'est pas pour les échouer et que l'entrepreneuriat n'est pas un plan B à prendre. Il faut faire la lumière sur les domaines porteurs aujourd'hui pour que depuis la base, comme le fait un pays à côté de nous ici, le Ghana, associer l'entrepreneuriat et l'éducation, le cursus scolaire en même temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision, madame. Je vais juste signaler aux participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions sur le chat à nos panélistes et que ces questions seront relayées dans la 4e partie de notre discussion. Je vais redonner la parole à Berger d'Or pour le 3e temps de discussion de notre table ronde virtuelle. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup, Babacar. Merci pour cette modération. Je pense qu'on ne pouvait rêver d'un meilleur panel cet après-midi. Et on voit bien que l'objectif de Wati, qui est de créer un canal, un système de communication entre les gouvernants et les destinataires des offres, cet objectif-là est bien atteint avec les échanges qu'on a eu tout à l'heure entre Madame Messan et Monsieur Sanda. Donc peut-être moi, j'ai pris énormément de notes, mais peut-être avant de passer à la 3e partie de ce débat, revenir à la question on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat agricole, de l'entrepreneuriat des jeunes tout court, mais peut-être revenir beaucoup plus à la question de l'emploi, puisque Monsieur Ayefoumi l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes qui sortent des écoles mais n'ont pas d'emploi. Et ces jeunes pourraient aujourd'hui quand même avoir une opportunité et atterrir au niveau de la plateforme industrielle. Alors, ma question, je l'adresse à Monsieur Sanda pour voir un peu, avec toutes les recherches que j'ai eu à faire sur la plateforme industrielle et les systèmes de recrutement, comment les écoles et les centres de formation aujourd'hui sont associés au recrutement quand on sait que dans le public, des jeunes peuvent sortir en Afrique d'un centre de formation informatique sans peut-être jamais toucher à l'outil de travail. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre et recruter des jeunes qualifiés au niveau de la plateforme? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Berger-D'Or, pour la question. Effectivement, la question de la qualification des jeunes est très primordiale. Et je pense que c'est dans ce sens que pour ce projet, l'État a décidé de mettre en place un centre de formation d'excellence pour permettre d'abord aux unités installées d'avoir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour le développement de leur activité industrielle. Et aussi, à partir du centre aussi, pas seulement pour la zone, mais servir le pays tout entier en termes de qualification des jeunes qui pourront être employés par des unités industrielles. Donc, c'est dans cette lancée que déjà, au niveau du textile,
partenariat public-privé, l'État a mis en place un centre de formation textile qui rapidement forme les jeunes. Donc, des jeunes qui sont actuellement employés au niveau de l'usine textile qui produit déjà des habits. Ces jeunes ont été formés d'abord dans ce centre et à la sortie de ce centre, ils sont employés dans l'autre partie de ce centre qui fait la production industrielle. Donc, effectivement, on tient beaucoup à la qualification des jeunes, à la formation. Aujourd'hui, étant donné que bon, le projet vient de naître, il n'y avait pas encore un projet similaire, les centres de formation qui sont déjà là n'avaient pas axé leur formation dans ce sens. Donc, c'est maintenant, avec le besoin qui se fait présenter, je pense que le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en train de revoir tout le système éducatif pour pouvoir axer vraiment la formation vers les besoins du pays en termes d'emploi. Donc, un travail est en train d'être fait. C'est dans ce sens qu'il y a un centre de formation d'excellence qui sera installé dans la zone. C'est dans ce sens que déjà, on a commencé rapidement à former les jeunes dans le domaine du textile. Excusez, je disais tantôt, merci beaucoup pour votre réponse. Vous parlez du domaine du textile, mais est-ce que vous confirmez un peu cette difficulté d'accéder à des matières premières dans la zone par rapport à la production textile? Oui, effectivement, la disponibilité de matières premières, c'est un challenge et la PIA travaille pour cela. C'est pour cela que la PIA est même sur le terrain pour accompagner les producteurs. Donc, nous travaillons sur plusieurs spéculations. Et aujourd'hui, c'est le soja. Même si la quantité de soja aujourd'hui a permis d'installer l'usine et de commencer la transformation, avec l'évolution de l'usine et tout, on a besoin d'un peu plus de soja que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne les producteurs en termes d'accompagnement technique, financier, et en termes de mise à leur disposition des équipements adéquats pour leur activité, pour les aider à avoir de bons rendements et ainsi garantir la disponibilité des matières premières. Donc, effectivement, un travail est en train d'être fait pour garantir la disponibilité des matières premières pour les unités qui sont installées. Et je voudrais profiter de l'occasion pour faire un focus sur un point que M. Oluwadara a relevé, qui concerne les spéculations. Donc, effectivement, aujourd'hui, au niveau de la PIA, c'est du coton et du soja qu'on transforme. Mais ça ne serait pas uniquement ces deux spéculations. Il faut qu'on informe les Togolais que nous visons, la PIA vise également la transformation du manioc, la transformation du noix de cajou, la transformation du sésame, la transformation de la mangue, la transformation de l'ananas, la transformation des épices, du curcuma, du gingembre, la transformation du riz, paddy, même de la transformation, disons, l'installation plutôt des unités qui sont dans la transformation des poulets, ainsi de suite. Donc, vraiment, il y a des opportunités à saisir. Donc, quand nous parlons de la création des chaînes de valeur, c'est sur plusieurs spéculations. C'est pas seulement... C'est vrai, aujourd'hui, ce qui est disponible, on commence par ça. Et aujourd'hui, c'est le soja et le coton qu'on peut commencer rapidement à transformer. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la quantité disponible de ces matières permet la transformation. Mais nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs du domaine agricole du Togo. Nous sommes dans une coordination d'action avec eux tous pour améliorer la production de toutes ces spéculations dans le but d'installer des usines qui les transforment. Merci beaucoup, Merci M. beaucoup. Sonda. Merci, oui.
J'ai pris beaucoup de notes, énormément de notes pendant votre premier temps de parole quand on a commencé cette table ronde virtuelle. Vous avez soulevé énormément d'aspects au niveau de la plateforme industrielle cet après-midi. Vous avez parlé de l'espace commercial, vous avez parlé des entrepôts, vous avez parlé des terminaux, l'alimentation électrique, l'alimentation en eau, tout ceci dans une approche intégrée. Peut-être débuter donc ce troisième temps de parole par la question qui me semble, ou si vous voulez, hein, l'une des questions qui me semble la plus importante, la question de l'énergie, de l'état des voies de désengagement vers le port de Lomé. Ici au Bénin, on a vu des entreprises qui se sont installées au niveau de la zone industrielle de Glodjibé, utiliser des plateformes photovoltaïques pour couvrir les besoins en énergie électrique malgré toutes les dispositions qui ont été prises par l'exécutif. Au Togo, quel est l'état des lieux de la question et comment ces difficultés seront-elles aplanies pour garantir la compétitivité de la plateforme? Et pour moi, insister peut-être spécifiquement sur les voies de communication, puisque la plateforme joue, comme vous l'avez rappelé à l'entame de vos propos, joue le rôle de pôle de développement économique, mais également de port sec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est pour répondre à ces questions ou pour réduire les difficultés liées à ces questions qu'on a choisi cet emplacement stratégique d'Adétikopé, où l'accès est facile parce que c'est directement adjacent à la nationale numéro 1. Donc, pour accéder à la zone industrielle, il n'y a pas de complications. Donc, de la nationale, directement, on rentre dans la zone. Et comme je l'avais dit aussi dès le départ, il y a déjà, disons, le chemin de fer qui quitte la zone portière et qui traverse la zone. Ça veut dire qu'à terme, actuellement, ce chemin de fer n'est pas encore utilisé. Donc, à terme, on pourrait l'aménager pour l'utiliser et permettre l'acheminement rapide des marchandises du port autonome de Lomé vers la zone industrielle et plus précisément vers le port sec. Donc, et tous ces aspects sont intégrés. Et aujourd'hui, nous sommes à un point où, nous sommes situés à un point où la circulation ne dérange pas trop pour avoir accès. Et déjà, pour quitter le port et arriver au port, le port maritime et arriver au port sec d'Adétikopé, c'est le contournement qu'on emprunte. Donc, ce contournement, c'est une grande voie où on ne rencontre pas trop d'embouteillages et surtout le transfert des marchandises du port maritime vers le port sec se fait dans la nuit profonde où vraiment la circulation est très calme. Donc vraiment, dans ce sens, on n'a pas trop de soucis de voies d'accès ou bien d'utilisation des voies pour arriver au niveau de la zone industrielle. Maintenant, en ce qui concerne les infrastructures de l'énergie, c'est vrai, aujourd'hui, la zone est servie par la compagnie électrique nationale, la CET, pour les activités des usines. Mais ce qui est prévu pour ce projet à terme, c'est la mise en place d'un central solaire qui va produire de l'énergie et rendre autonome la zone industrielle en termes d'énergie électrique. Et la centrale solaire qui sera installée va même produire une capacité qui va déborder même, disons, ce dont aura besoin la zone industrielle. Et le reste pourra être servi à tout le pays. Donc, ça veut dire que ce que produira cette centrale solaire, ça ne sera pas plutôt seulement pour la zone industrielle, mais aussi pour le bien de toute la nation. Je ne sais pas si votre micro est... J'adore le micro. Oui, excusez-moi. Je vous remercie pour vos propos et je disais qu'on avait prévu dans ce troisième temps de parole aborder la question des impacts sociaux de la plateforme industrielle. Mais peut-être avant d'en venir à cet aspect, je vais rapidement aller vers M. Ayefoumi pour lui demander, peut-être M. Ayefoumi, vous laissez
peut-être réagir à la question de la praticabilité des voies. Est-il déjà facile pour les producteurs locaux d'acheminer leur production, y compris pendant les saisons pluvieuses? Et comment vous pensez que toutes ces questions, énergie, transport, communication et peut-être fibre optique, si vous êtes intéressé par les questions d'Internet, vont impacter la réussite de la plateforme industrielle? Merci. Et Monsieur Bergedor, et vous avez touché un point vraiment très sensible parce que une chose, c'est de produire, mais l'autre chose, c'est d'avoir accès au marché. Effectivement, à ce moment-là, il y a d'énormes problèmes. Nonobstant tout ce que l'État fait et pour, disons, desservir les zones de production et comment avoir accès aux bassins de production et comment ces bassins de production peuvent également aussi avoir accès au marché. Il y a d'efforts qui est en train d'être fait, mais le chemin est encore très long par rapport à, disons, à l'ouverture des pistes rurales. L'État s'est donné, disons, une obligation d'un certain nombre de kilométrages par an et par préfecture, même par canton, disons, à réaliser au fil des ans pour que d'ici 5 ans, d'ici 2025, non, d'ici 2025, qu'on puisse, ou bien 2030, qu'on puisse quand même dire que le réseau routier et au niveau de tout le pays est bien, que et les personnes et les biens puissent vraiment librement circuler. Problème. Bon, deuxième chose, donc on parle de l'électricité, enfin, la fête d'énergie. Bon, nous les producteurs, peut-être que ce que nous avons besoin, on a besoin effectivement de l'énergie pour avoir les moyens, et disons, et aussi jouir comme les gens qui sont en ville. D'ailleurs, je parlais tantôt que les jeunes quittent la ville, elles quittent plutôt le village pour les villes. Donc, si nous voulons inverser tendance, il faut qu'on crée également aussi les conditions qui puissent permettre aux jeunes de rester dans les milieux ruraux et disons, s'assumer, produire, faire face à la production agricole. Donc ça aussi, on a besoin de l'énergie. Le jeune a besoin d'avoir de la télé. Il a besoin d'installer une unité, d'installer une petite boutique pour sa femme, qui doit être alimentée peut-être en congelé, autre. Donc, mais ça, ce n'est pas ça qui est fondamentalement aujourd'hui le problème. Mais le problème, c'est l'accès, les voies, les pistes, l'aménagement des choses, des bas-fonds. On a besoin de tout ça là pour pouvoir vraiment produire. Vous savez, au Togo, le système d'irrigation est peu connu. Et ça nous manque beaucoup. Et ça aussi, on doit s'investir. Tout à l'heure, l'administrateur Sanda disait qu'il y a d'autres spéculations qu'on aura besoin, que la PIA doit avoir besoin. Bien sûr, ces spéculations-là, il y en a qui ont besoin de l'eau, qui ont besoin d'avoir des aménagements, enfin des zones aménagées pour l'irrigation, pour pouvoir disons, produire ces spéculations-là d'une façon pérenne et satisfaire les industries qui sont installées au niveau de la PIA. Donc, le problème des pistes, je reprends que le problème des pistes, c'est un problème réel. Merci beaucoup, Monsieur Ayefumi. Je vais prendre rapidement la réaction de Madame Messan, pardon, par rapport à tout ce qui a été dit. Madame Messan. Oui, modérateur, merci beaucoup. J'ai suivi avec attention. En ce qui concerne les infrastructures, surtout la route, je pense sincèrement que l'État fait des efforts, mais qu'il y a encore à faire. Quand je prends le tronçon contournement jusqu'à la plateforme industrielle d'Adikopé que j'emprunte très souvent,
Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quand les camions vont quitter Adétikopé, arriver au niveau de Simtogo pour tourner vers le port, nous rencontrons déjà, parce que je suis à Baguida, et Baguida, c'est presque dans la zone portuaire, nous rencontrons énormément de difficultés avec ces gros camions qui empêchent les usagers de faire une libre circulation. Donc, il faut vraiment, si la vision de la plateforme est aussi grande, si nous pensons que la plateforme doit aller loin pour qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises, parce qu'au fur et à mesure que les investisseurs viendront vers cette plateforme, cela veut dire qu'au fur et à mesure, la nécessité de se déplacer, de faire déplacer les marchandises, ce sera encore très élevé. Il faut vraiment penser à des infrastructures qui soient vraiment solides et de qualité pour permettre aux riverains autour de la plateforme et les villes ou les communes traversées de vivre librement, parce que nous avons vécu des situations ces deux derniers mois sur ce contournement port, ce qui n'est pas du tout aisé. Mais encore, quand nous prenons le port sec, où il faut convoyer les produits vers le Grand Nord, peut-être au-delà de nos frontières, nous n'avons qu'une seule voie aujourd'hui qui va vers le nord. Et moi, mon souhait est de voir ces voies désengorgées, de penser à la création de structures, de vraiment penser aux infrastructures qui vont avec la vision du pays, qui vont avec notre PND, la feuille de route gouvernementale et aujourd'hui la création de cette plateforme. Aujourd'hui, nous parlons que de la plateforme d'Adétikopé. Qui est dit que demain, il n'y aura pas d'autres plateformes? Il faut anticiper. Et pour anticiper, pour l'économie d'un pays, il faut les infrastructures au niveau de la route, au niveau de télécommunications et tout ça. C'est un ensemble qu'il faut vraiment revoir. Merci déjà au gouvernement pour l'effort fourni, mais qu'il fasse encore un peu mieux. Merci. Merci beaucoup, Madame Médecin. Je me tourne encore vers Monsieur Fanda pour peut-être parler des contraintes en matière institutionnelle et peut-être vous poser deux questions dans un temps court. Je pense que le modèle qui est choisi par le Togo au regard des réponses d'éclaircissement que vous avez avancées tout à l'heure, c'est un modèle de partenariat public-privé. Et j'aimerais vous demander en termes institutionnels, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour protéger les intérêts de l'État togolais dans ce secteur-là? Monsieur Sanda? Oui, merci beaucoup, Monsieur Bergedon. Oui. Effectivement, ce projet se développe dans un cadre PPP, partenariat public-privé, et ce projet découle de la convention signée entre Arise et l'État togolais. Et dans ce partenariat, Arise a 65%, l'État togolais a 35%. Mais comment cela s'est fait concrètement? Donc, déjà, le projet de la plateforme industrielle est un projet de l'État qu'il avait inscrit dans le PND. Donc, c'est un projet qui était déjà inscrit dans le PND, prévu à être exécuté. Et il a été repris pour être inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et c'est dans la phase de sa réalisation que l'État a fait appel à un partenaire privé qui a déjà l'expérience en termes de développement des zones industrielles. Donc, ce partenaire, c'est Arise, qui d'ailleurs développait déjà la zone économique spéciale du Gabon à Nkok. Et c'est ce partenaire plutôt qui s'est mis avec l'État togolais. Alors, quand le partenaire est arrivé, l'État togolais ne l'a pas laissé à lui seul le développement du projet. Donc, ils se sont mis ensemble pour créer une nouvelle société
qui a pris d'ailleurs le nom de la zone. Cette nouvelle société s'appelle PIA SAS. Donc, c'est comme ça que l'État togolais et Arise ont créé PIA SAS, la société à qui maintenant l'État a confié le développement de ce projet. Donc, voilà dans quel cadre évolue le développement du projet. Et dans PIA SAS, alors, l'État togolais a 35% et Arise a 65%. Donc, voilà comment l'État a pu se sécuriser dans ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Sanda. Le temps est passé très vite. Je vais maintenant passer la parole à Babacar Ndiaye pour le dernier tour de table et bien évidemment pour des questions des panélistes. Merci beaucoup. Merci, merci Berger d'Or. Alors, nous allons échanger pour finir encore avec nos panélistes. Et en guise de mot de clôture, j'aimerais demander à chacun de nos panélistes de partager une recommandation pour renforcer la création d'emplois au Togo et aussi renforcer le tissu industriel et économique. Quelle recommandation, une seule, feriez-vous? Nous allons commencer par Madame Messon. Ok, merci beaucoup pour ma recommandation au niveau de la création d'emplois. C'est qu'il y a adéquation entre la formation et le besoin. Que ce qui est donné à nos enfants depuis la base répond réellement à un besoin de notre société aujourd'hui. Que cela ne soit pas divagué et que surtout au Togo, euh, je me permettrai de le dire, éviter aussi beaucoup de cumul de postes pour permettre à d'autres jeunes de pouvoir avoir accès à des positions. Merci. Merci beaucoup, Madame Messon. Monsieur Adara? Est-ce que votre micro est ouvert? Merci, monsieur. Oui, pour moi, il est important que la PIA soit planifiée, gérée, de manière à faciliter cette synergie entre et l'agriculture. Cela nécessite une coordination efficace entre les acteurs industriels, les agriculteurs, les agences gouvernementales et les organisations de la société civile. L'objectif devait être de tirer parti de la PIA pour renforcer la chaîne de valeur agricole, favoriser la croissance rurale et améliorer la sécurité alimentaire dans la sous-région. Merci, merci beaucoup, Monsieur Adara. Monsieur Sanda, le dernier mot. Oui, moi, mon dernier mot en ce qui concerne la création de l'emploi, comme vous l'avez dit, c'est d'inviter les jeunes à viser les domaines porteurs. C'est de les inviter, comme Madame Akpedje l'a dit, de les inviter à viser les formations qui cadrent avec le besoin sur le terrain. Donc, qui cadrent avec le besoin sur le terrain et vraiment de les appeler à être attentifs à ce qui se passe pour reconnaître vraiment les domaines porteurs. Aujourd'hui, avec le lent qu'on a pris, on peut reconnaître qu'aujourd'hui, les domaines porteurs où, franchement, on ne peut pas souffrir, on peut gagner, c'est l'agriculture. Parce qu'on stimule le développement du pays à travers l'industrialisation qui elle-même est basée sur la transformation de nos matières premières. Et nous savons aujourd'hui que ce que nous pouvons présenter, ou bien le gros lot de nos matières premières, ce sont des matières premières agricoles. Et il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine à saisir. Donc, j'invite les jeunes à vraiment viser ces opportunités, à vraiment viser les domaines porteurs pour qu'ils ne chôment pas, pour qu'on ait plus d'emplois créés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers panélistes, pour la richesse des interventions et des informations données. Nous arrivons à la fin de cette table ronde virtuelle et nous allons donner la parole à M. Victor Emmanuel Ekwa, BB3,
la Fondation Conrad et chargé de programme pour le mot de clôture de la Fondation. Victor. Oui, merci Babacar et merci à tous nos experts, Monsieur Adara, Monsieur Sanda et Madame Messon. C'était vraiment, je sais pas comment on dit ça en français déjà, inquisitive. Voilà, ils sont vraiment allés au fond du sujet et ça explique peut-être pourquoi il n'y a pas eu trop de questions parce que ils ont pris le temps de décortiquer chacun selon son approche, son angle de vue. Et vraiment pour ça, la Fondation Konrad Adenauer, par ma voix, vous dit merci. Et merci également à Wati, notamment à Berger d'Or, à Didiet, à toi Babacar et à Gilles pour cette gestion et toujours cette excellente gestion du timing. Je pense qu'on a tous appris et pour ce qui concerne la PIA, qu'il s'agisse de la PIA ou de toutes les autres initiatives qu'on a dans la sous-région ouest-africaine, le vœu le plus cher de tout Africain ou de tout Ouest-Africain, c'est effectivement que ces initiatives prospèrent et qu'elles soient, que les retombées soient inclusives. Voilà. Donc, je ne vais pas être long, je vais juste dire merci à tous les participants également qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure-ci, en espérant qu'on se retrouvera pour d'autres webinaires avec d'autres thématiques. Merci, Babacar. Merci beaucoup, Victor. Comme vous l'avez dit, nous arrivons à la fin de cette table ronde virtuelle. Nous avons eu une discussion enrichissante autour de la plateforme industrielle de la PIA et plus globalement, j'allais dire, de la question d'emploi au Togo. Monsieur Sanda, il sera intéressant de faire le bilan des 5 ans de la PIA dans 3 ans. Et je crois que Wati sera intéressé d'organiser à nouveau une table ronde virtuelle sur le sujet. Donc, un grand merci à nos panélistes pour ce moment de partage, d'engagement pour l'intérêt général. Ce ne sont pas seulement des moments d'échange pour nous, c'est aussi des moments des partages de connaissances, des partages d'idées qui restent disponibles sur nos vidéos et nos plateformes. La chaîne YouTube de Wati aujourd'hui dispose de 528 vidéos et audios qui sont disponibles pour tout le monde sur beaucoup de sujets. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre newsletter qui est distribuée tous les vendredis. Vous pouvez aller sur le site principal wati.org et vous abonner. Nous avons l'ambition d'atteindre davantage les étudiants. Oui, les étudiants sont très importants pour nous à Wati et j'espère que ceux qui ont participé à cette table ronde virtuelle nous aideront à faire connaître le site Togo Politique, mais également toutes les plateformes de production de connaissances de Wati. Merci à nouveau à notre partenaire, la Fondation Conrad et à Victor. Et je vous dis rendez-vous déjà la semaine prochaine avec un dialogue spécial sur l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest à l'occasion justement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc, merci à toutes et à tous. Babacar? Oui. Oui, juste un oubli, excuse-moi. prie. On va vous envoyer les recommandations issues des forums économiques qui ont été organisés au Togo, peut-être pour dispatcher à tous les participants que vous avez eus. Parfait, parfait. Ok. Je vois que M. Sanda veut dire un dernier mot. Allez-y, je vous en Oui, prie. je voudrais dire un dernier mot et c'est juste une invitation. Je serais très heureux d'accueillir au sein de la plateforme Insedat Copé une équipe composée de Wati et de Conrad Adenauer. Vraiment, Formidable. je vous invite à visiter la plateforme industrielle pour apprécier ce qui est réalisé. C'est vrai, on vous décrit, vous regardez à travers les vidéos et tout ce qui est fait, mais ça serait bien et que vous veniez vous-même constater les réalités sur le terrain. Donc, je vous invite à visiter la plateforme Insedadi Tukove. C'est mon dernier mot. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Sanda. Oui. Dans le cadre de Solution Think Tank, notre réseau de think tanks ouest-africains et européens, la prochaine rencontre doit se tenir au Togo, n'est-ce pas, Victor? Et donc, ce Yes. sera au mois de février Ouais. 2024. L'invitation tombe à pic. Voilà, exactement. Donc, ce sera Oui. l'occasion de venir voir Merci. de plus près comment marche la plateforme industrielle. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt pour d'autres tables rondes virtuelles avec Wati et la Fondation Konrad Adenauer. Merci, au revoir.